2013, c'est l'année de naissance du Forum de Dakar. C'est également l'année du sommet de Yaoundé sur la lutte contre la piraterie maritime qui a posé les fondements d'une coopération renforcée entre les États riverains du Golfe de Guinée. 2013, c'est aussi l'année de la réaction immédiate que nous avons opposée au péril islamiste qui menaçait Bamako. La France a répondu présent avec l'opération Serval, puis avec l'opération Barkhane, dont la vocation est désormais régionale. La France n'a pas été seule dans ce combat. Elle a pu compter sur l'aide de ses partenaires européens et africains, avec à la clé de réels succès tactiques. En témoigne la récente mise hors de combat de chefs et de membres de différents groupes terroristes au Mali ou ailleurs. Dans certains territoires, nous sommes parvenus, sinon à éradiquer, du moins à contenir, voire à faire reculer la menace djihadiste. Dans d'autres territoires, en revanche, cette menace se développe. Bien souvent, elle prospère sur le terreau de tensions préexistantes. Elle tire profit de la corruption et des trafics. Cette menace mute, s'adapte, se répand ailleurs, comme parfois une maladie peut métaboliser. Elle frappe au cœur des pays, au centre du Mali, au nord du Burkina Faso ou au nord d'Tillabéri, au Niger. Permettez-moi à cet égard de saluer la mémoire de l'ensemble des militaires de toute nationalité, et elles sont nombreuses, qui ont perdu la vie dans le cadre des opérations de la communauté internationale en Afrique. Une chose est certaine, les groupes djihadistes profiteront, dès qu'ils le pourront, de nos faiblesses, de nos manques de coordination ou de nos insuffisances en termes de moyens, d'engagement ou de formation. Nous ne devons donc leur laisser aucune chance, aucune prise. Cela implique d'évaluer en permanence l'efficacité de nos dispositifs, en les confrontant au monde tel qu'il est pour tirer ensuite les bonnes conclusions. Et j'en vois pour ma part au moins 3. La première, c'est que le monde de péril dans lequel nous vivons crée entre nous une communauté de destin. À la vérité, cette communauté de destin est ancienne. Nous avons eu l'occasion de commémorer la semaine dernière, lors des célébrations de l'armistice de la Première Guerre mondiale, en rendant hommage, comme chaque année, aux soldats qui sont venus dans la lointaine Europe pour se battre et mourir aux côtés des poilus, l'occasion à nouveau de célébrer cette communauté de destin, qui se nourrit, à l'évidence, de nombreux échanges économiques et culturels, qui se nourrit de nos communautés respectives et binationales. Mais cette communauté de destin, c'est aussi celle qui pousse aujourd'hui des milliers de jeunes à fuir la guerre, la pauvreté, l'absence de perspective pour gagner l'Europe au risque, bien souvent, de leur vie. Nous savons tous que cette illusion d'une vie meilleure se change souvent en piège et que ces migrations qui sont subies à la fois par les pays de départ et par les pays d'accueil constituent parfois un échec commun. Un échec qui alimente les peurs, le ressentiment, un échec qui alimente parfois la haine. On le sait aussi, on ne résoudra pas cette question sur le long terme en s'abritant derrière des mers ou en érigeant des murs. La deuxième conclusion, c'est que nous ne pourrons avancer qu'ensemble. Vous allez trouver que je cite beaucoup de proverbes, enfin les proverbes étant l'expression de la sagesse populaire, il n'est jamais inutile d'en faire état. C'est un proverbe malien qui, je crois, dit que nul ne peut se vanter de se passer des autres. Nous avons en effet besoin de l'engagement de tous pour progresser vers une stabilisation totale. L'engagement de la MINUSMA, qui contribue partout au Mali au dialogue politique. Nous avons besoin de l'EUTM, qui soutient et renforce l'efficacité opérationnelle des forces maliennes. Nous avons besoin du G5 Sahel, qui crée une véritable solidarité opérationnelle, en particulier dans les zones frontalières. Permettez-moi à cet égard de saluer la mobilisation
des pays du G5 Sahel et de la CEDEAO lors du sommet extraordinaire de Ouagadougou du 14 septembre dernier sur la lutte contre le terrorisme. Nous avons besoin de l'engagement de l'Union africaine dans les opérations de l'ONU et je salue sa volonté d'assumer ses responsabilités dans le cadre d'opérations africaines de maintien de la paix. Voyez-vous, mesdames et messieurs, dans un monde où les stratégies unilatérales du fait accompli semblent avoir le vent en poupe, l'Afrique a beaucoup à nous dire sur le multilatéralisme dont elle offre de nombreux exemples. Dernier enseignement, les armées conventionnelles, aussi courageuses, aussi nombreuses soient-elles, ne pourront jamais totalement vaincre l'ennemi que nous combattons. Elles pourront le faire reculer, elles pourront le neutraliser, elles ne pourront pas le faire disparaître. Les armées peuvent faire beaucoup et elles font beaucoup. Mais elles ne peuvent résorber les fractures qui alimentent les affrontements communautaires. Elles ne peuvent garantir à elles seules la cohésion d'une société, offrir des perspectives qui rassemblent et raffermissent le tissu de la cohésion nationale. Notre stratégie doit donc combiner plusieurs aspects, un volet militaire bien sûr, mais aussi un volet diplomatique, un volet d'aide au développement, un volet de perspective économique et sociale. C'est sur le fondement de ce diagnostic que la France, sous la direction du président de la République, s'est engagée. Elle s'est d'abord engagée par ses forces. La quasi-totalité des forces que la France a déployées en Afrique le sont aux côtés de leurs alliés africains et européens. La France accompagne également la montée en puissance des forces de sécurité et de défense locales, en particulier les écoles nationales à vocation régionale. Je pense à la toute récente école de cybersécurité de Dakar, à l'école de l'armée de l'air de Thiès où des cadres sénégalais instruisent des élèves qui proviennent de toute la région. Je pense aussi à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Côte d'Ivoire qui a accueilli cet été ses premiers étudiants. Ou enfin, Monsieur le Président, au Collège de défense du G5 Sahel qui a vu le jour en 2018 à Nouakchott. Ces efforts de défense sont importants, ils sont nécessaires. Nous nous en donnons les moyens financiers, mais je l'ai dit, ils ne sont pas suffisants. C'est pourquoi le président de la République s'est engagé à porter l'aide au développement de la France à 0,55% du revenu national brut d'ici 2022. C'est un effort considérable que le budget français va assumer dans la durée pour accompagner ses partenaires dans le développement des économies, le développement des tissus productifs, le développement de l'agriculture, afin de faire en sorte que nous ne soyons pas seulement dans une lutte et dans un combat armé, mais bien dans une mobilisation générale. Cet effort à terme représentera près de 7 milliards d'euros par an. L'Afrique en sera évidemment le premier bénéficiaire.